Donc ce matin, nous accueillons Arnaud Driessen de Wanda VR. Arnaud est quelqu'un qui explore le virtuel depuis de nombreuses années. Il a fondé une société qui s'appelle Honky Tonk il y a une autre vie, pour ceux qui sont dans le documentaire, et plus récemment Wanda. Et avec Arnaud, on vous propose ce matin, je dis on puisqu'on s'est beaucoup parlé pour préparer son intervention, on vous propose de faire un panorama du métavers aujourd'hui et notamment de répondre à cette question, est-ce que d'autres métavers sont possibles, qui va être, vous verrez, un thème qui va nous guider aujourd'hui. Et Arnaud est un acteur français qui a une société de technologie, mais qui a une approche très particulière de la technologie et qui travaille énormément au contact du monde universitaire. Il collabore avec le MIT, avec Harvard, avec des universités très prestigieuses. Et il a un point de vue où toute cette production d'intelligence qui vient du monde universitaire est un matériau pour lui essentiel pour la construction de monde virtuel. Donc c'est une approche que je trouve vraiment fascinante, encore peu documentée. Et donc c'est à ce titre que je voulais l'associer à l'événement. Donc il va nous présenter tout ça. En deuxième partie, Isabelle Harver, qui est autrice, chercheuse, vient nous parler de diversité et d'inclusion dans les mondes de jeux vidéo. Un sujet qui est maintenant bien émergé, mais qui, à mon sens, est vraiment un sujet qu'elle couvre d'une manière très très documentée. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis, on terminera cette matinée avec Marie Leblanc-Flanagan, qui viendra nous parler de coopération dans les univers virtuels et le game design. Et notamment de comment on peut favoriser la coopération, comment on peut faire en sorte de designer la collaboration dans les univers virtuels, qui est un enjeu essentiel si on veut parvenir à faire du jeu collectif, qui est notre thème cette année. Voilà, je laisse la parole à Arnaud pour commencer. Merci Fabien, je vais peut-être avancer cette slide, voilà, très bien. Merci Fabien, et moi aussi je souhaitais me joindre aux précédents intervenants pour remercier toute l'équipe d'Octobre Numérique. Effectivement, je crois que c'est, en tout cas, dans mon expérience, un des événements les plus intéressants dans le secteur de l'art et du numérique. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et celui-là est clairement, comme il a été si bien dit tout à l'heure, un événement qui a tout pour devenir iconique dans le monde. C'est pas rien. Voilà, merci aussi de m'inviter à parler du métaverse. Moi, je suis fondateur et directeur de Wanda, qui est donc une société qui édite un outil de création et de partage d'expériences immersives de formation et d'apprentissage. La société donc, existe depuis 6 ans. Elle a été créée à Paris et développée ensuite aux États-Unis, au MIT, où elle a été incubée. Et aujourd'hui, donc, on propose notre outil à des universités un peu partout à travers le monde, principalement en Amérique du Nord, en Europe et aussi en Asie, et à des entreprises et des collectivités locales qui cherchent à explorer et déployer des nouvelles modalités de formation immersive. Alors, le métaverse, c'est un sujet que personnellement j'ai découvert il y a 3 ans, je crois, à travers la lecture d'un livre de Matthew Ball, qui a sorti d'ailleurs un nouveau bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle tout simplement The Metaverse, qui je pense est un livre de référence. Et je l'ai d'abord abordé d'un point de vue très technique, puisque c'est une des choses que Matthew Ball fait très bien d'ailleurs, d'expliquer toutes les problématiques technologiques et techniques qu'il y a autour de ce sujet. Mais assez vite, et bien sûr dans le cadre de mon travail, mais aussi de ma propre expérience personnelle, aussi père de 2 enfants, la question du métaverse, je la pense aussi d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue politique. Et je pense que c'est vraiment important, et je crois qu'on est tous là pour souscrire au fait que c'est important de le penser, ce fameux métaverse. Alors, la question de la définition, elle est d'autant plus compliquée que le mot a pris une ampleur dans la bouche de nombreux acteurs du monde des technologies et du business de manière générale
une ampleur phénoménale. En l'espace d'un an, on a tous les acteurs qui parlent de métaverse dans tous les sens. Le mot est mal défini, il est assez, pour beaucoup, inquiétant. Et pourtant, je pense qu'on peut, pour rester déjà dans une première approche de définition, et encore une fois, loin de moi l'idée de chercher à définir et d'avoir la définition du mot métaverse, mais quand même, je pense qu'on peut dire que le métavers peut se définir assez simplement, et je crois qu'on sera tous d'accord pour dire, je m'engage à rien en disant cela, mais quand même que c'est un ensemble de mondes virtuels et immersifs, qui sont connectés d'ailleurs les uns aux autres et au monde physique, et qui sont là pour qu'on puisse non seulement y commercer, donc échanger, se divertir et s'éduquer. Je propose ces 3 axes qui me paraissent extrêmement intéressants. Je pense que d'ailleurs dans le cadre des arts et de la culture, on est potentiellement sur ces 3 dimensions. Et pas simplement sur du commerce ou du divertissement, mais vraiment sur une question d'éducation. C'est là-dessus d'ailleurs que j'aimerais concentrer cette présentation. Donc j'aimerais parler je propose en tout cas d'échanger, de partager en tout cas des réflexions sur quels sont les enjeux autour du métaverse, et en particulier le métaverse dans l'éducation et pour l'éducation, et ensuite évoquer différentes approches que nous, en tout cas à Wanda, on cherche à promouvoir, à penser, puisqu'encore une fois, on parle de technologie, mais la question c'est comment on utilise ces technologies et quelles approches on propose pour ces technologies. Alors, le métaverse, d'ailleurs, quand on le définit comme ça, on pourrait dire, mais en fait, c'est Internet. En gros, Internet est aujourd'hui un espace où on va commercer, se divertir, s'éduquer. Et d'ailleurs, certains disent que c'est même la troisième étape d'Internet, des révolutions successives qu'il y a eu sur Internet. Alors, une manière de résumer les choses, qui est proposé ici, c'est d'aborder les différentes aires d'Internet à partir de 3 grandes dimensions. Donc une dimension contenu et type de contenu, une dimension connectivité et une dimension écran. Et donc si on part des années 70, donc ça veut dire qu'on a globalement une histoire qui s'est déroulée sur 50 ans, ce qui est quand même à la fois suffisamment significatif, mais en même temps tout à fait relatif par rapport à l'histoire de l'humanité. Il n'empêche que on a une accélération, un empilement, une cumulation de médias, de types de connectivité, de types d'écrans, qui, mis bout à bout, accumulés les uns après les autres, forment une technologie extrêmement puissante et qui potentiellement a la possibilité, peut déterminer le futur de notre civilisation. Et je pense que c'est peu dire que de dire ça. On est aujourd'hui dans une accélération de l'histoire. C'est une accélération que moi, c'est un des auteurs qui m'a le plus inspiré dans mon adolescence, qui est Paul Virilio, qui parle de l'accélération de l'histoire et potentiellement de la fin de l'histoire, qui peut être liée à l'arrivée de ces nouvelles technologies et cette accélération extraordinaire de l'histoire rendue possible par ces technologies. Et la 4e révolution, on la voit arriver, c'est celle de l'intelligence artificielle, et cette accélération de l'histoire, elle va a priori continuer à se développer de manière exponentielle, en particulier quand l'intelligence artificielle va arriver, ce qu'on considère être globalement pour 2030, donc c'est dans quand même pas si longtemps que ça, et on a déjà les prémices de ces révolutions. Il n'y a pas besoin de parler d'intelligence artificielle, je pense, pour faire peur, et les gens ont peur de ce mot métaverse. Je pense que quand vous en parlez, enfin moi quand j'en parle autour de moi, quels que soient les métiers, les générations, c'est un mot qui fait très peur. Fabien, tu le rappelais tout à l'heure. Il faut dire que je pense que si on demande, enfin je demandais d'ailleurs à un ami la dernière fois s'il pensait que le métaverse était de droite. Est-ce que c'est un métaverse? Est-ce qu'il est politiquement engagé? Et effectivement, je pense que beaucoup diraient ça. D'autres diraient même que le blockchain est plutôt de gauche. Donc il y a d'autres approches. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que globalement, le métaverse renvoie plein d'images, et Dieu sait comme on est abreuvé d'images toute la journée, et le métaverse n'enfreint pas cette règle. On a des images quand on pense au métaverse. Alors une des images que je pense beaucoup de gens ont, alors peut-être pas exactement celle-là, mais elle s'en rapporte, c'est cette image-là.
Alors cette image-là, elle est incroyable. C'est une image donc, qui a été produite lors d'un événement, le World Wide Mobile Congress, donc, qui a eu lieu en 2016 pour lancer donc, le nouveau masque de réalité virtuelle de Samsung et présenté donc, par le directeur de Facebook. C'est une image donc, c'est une image d'une société asservie aux technologies, asservie, passive. C'est une image de personnes dont on ne voit même pas les visages, qui sont toutes isolées dans une expérience de manière totalement individualisée. C'est une image qui est très dystopique, je pense. Enfin, je pense qu'on serait d'accord pour le dire. D'ailleurs, beaucoup disaient, mais comment ont-ils pu faire l'erreur de faire une mise en scène de cet ordre, surtout qu'on connaît les publicités d'Apple autour de 1984, auxquelles, enfin, c'est vraiment un retour en arrière. Et je pense que aussi cette image, ce qu'elle signifie, et c'est ça qu'il y a derrière ce terme métaverse, c'est aussi l'image d'une société dans laquelle les grands acteurs du numérique et du digital sont aujourd'hui les principaux maîtres du monde. C'est Yanis Varoufakis, l'économiste grec, qui va fort, hein, mais qui parle de techno-féodalisme. Et donc même, et selon lui même, de la fin du capitalisme avec cette nouvelle ère. Donc c'est une ère de la rente, c'est l'ère de grands acteurs qui aujourd'hui détiennent tout et louent en fait leurs services à l'ensemble de la société en détenant plus de richesses, plus de data que n'importe quel pays au monde. Donc le métaverse, sans aller plus loin dans cette vision dystopique, c'est une image d'une expérience individualisée, d'une expérience passive, d'une expérience complètement asservie à des grandes puissances privées. Est-ce que c'est cette image-là qu'on a envie de garder? Bon, c'est sûr que on peut imaginer avoir d'autres discours, d'autres approches autour du métaverse, et on a envie d'en avoir. Je pense qu'on a besoin d'espoir, on a besoin de croire à ce que l'on fait. Et quand on travaille dans le métaverse, comme c'est mon cas, c'est un sujet important. Ce que j'ai pu observer avec les nouvelles technologies, et en particulier avec les technologies de réalité virtuelle, parce qu'en fait, moi, le métaverse, j'y suis rentré d'une certaine manière en m'intéressant à la réalité virtuelle. Le métaverse n'est pas égal à la réalité virtuelle, on est bien d'accord, mais c'est quand même en tout cas, c'est par là que j'y suis rentré. Ce que j'ai découvert à travers différents ateliers qu'on a pu organiser à travers le monde, des ateliers d'écriture, des ateliers créatifs, c'est que la technologie est un formidable vecteur de communication et d'échange entre les cultures, entre les générations aussi. Moi, c'est d'ailleurs une des découvertes que j'ai faites avec la réalité virtuelle en particulier, c'est que, à la différence des ordinateurs et même voire des téléphones portables, la réalité virtuelle était beaucoup plus accessible aux générations les plus âgées que les précédentes technologies. Beaucoup plus naturel d'une certaine manière. On a simplement à se déplacer avec la tête, on regarde, on explore le monde, mais sans avoir besoin de passer par une souris ou quelconque dispositif qui pourrait paraître un peu artificiel ou en tout cas contre-naturel pour beaucoup. C'est aussi, moi je pense que par rapport à cette question de quelle image on a et qu'est-ce qu'on dit du métaverse, c'est comment est-ce qu'on peut s'approprier ou se réapproprier le terme métaverse. Et là, quand je pense à ça, et c'est une des phrases d'Alain Damasio, une des réflexions d'Alain Damasio, de l'auteur de science-fiction et essayiste Alain Damasio, qui m'a beaucoup inspiré, qui est l'idée qu'il faut se réapproprier les mots, que c'est indispensable dans la société dans laquelle on vit de continuer à lutter pour se réapproprier les mots et éviter que les mots se fassent approprier par d'autres, et que cette lutte est saine. Et que donc le mot métaverse, il faut absolument, et c'est indispensable, surtout s'il prend une autant d'ampleur qu'il en a déjà pris et qu'il pourra en prendre dans les années qui viennent, il faut qu'on se réapproprie ce mot. Et d'autant plus que ce mot aujourd'hui est concrètement, même je crois qu'il y a un sondage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et qui cherchait à savoir est-ce qu'il y avait une affiliation dans la tête des gens entre le mot métaverse et Facebook. Et en particulier donc Meta, qui est le nouveau nom de Facebook. Et dans la majorité des gens interviewés, le métaverse était le monde virtuel de Facebook. Quand même assez dingue.
Alors, j'ai rien particulier contre Facebook, même si effectivement, je pense que comme beaucoup ici, on aurait beaucoup de critiques à exprimer. Il n'empêche qu'il n'y a aucune raison que le métavers soit un terme qui soit rattaché qu'à une entreprise, et en particulier une entreprise comme Facebook. En fait, la question, c'est qu'il faut qu'on affronte, et enfin, ce que je pense qu'on affronte, et moi, dans mon quotidien, ce que j'affronte, c'est le fameux pharmacone des nouvelles technologies. Pharmacone des nouvelles technologies qui est donc symbolisé par ce caducée qu'on voit donc, sur le bâton d'Hermès, où on a deux serpents qui s'opposent, deux serpents qui se font front, qui symbolisent les antagonismes, les antagonistes du monde, donc autour de l'axe du monde, donc qui est signifié par ce bâton. Et au-dessus de ces deux serpents, les ailes de la vélocité pour trouver des solutions de paix face à ces antagonismes. Donc c'est à la fois, ce pharmacone, c'est à la fois donc un poison, clairement, un poison, une vision très sombre du métaverse, mais c'est aussi, et comme dans toute chose, et en particulier pour les nouvelles technologies, et Bernard Stiegler l'a beaucoup travaillé dans ses écrits, dans ses réflexions, cette idée que les nouvelles technologies sont peut-être le plus grand pharmacone qui n'ait jamais existé, et en particulier les technologies de l'Internet. On a donc cette opposition entre ce poison d'un côté et potentiellement ce remède fabuleux de l'autre, qui peut peut-être susciter l'espoir, l'imagination, et en tout cas qui est nécessaire pour faire face à cette dualité et cette confrontation. Je pense que il est peu dire que Internet a cette double dimension. Et c'est vrai que c'est en particulier dans le monde de l'éducation, je pense, une vraie problématique, puisque l'éducation, comme beaucoup de sphères de nos sociétés, a été largement impactée par les technologies d'Internet, et parfois dans des proportions, en tout cas dans des dimensions qui sont plutôt très néfastes. On va se concentrer justement sur l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à justement ce pharmacone appliqué à l'éducation, des nouvelles technologies, d'Internet, de l'Internet immersif, tel qu'on peut on peut le fantasmer ou le craindre. Clairement, je pense qu'on est d'accord pour dire que, tout le monde serait globalement d'accord pour dire qu'Internet a été un formidable vecteur de communication et d'accès à l'information, en la démocratisant et la rendant accessible à tout un chacun. Et si le métaverse peut aider à encore plus déployer ces nouvelles technologies et le partage des connaissances à travers le monde, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même une super chose, et qu'on peut que le soutenir de ce point de vue-là. Le problème, c'est que l'éducation, et quand je parle d'éducation au sens large, est frappée par une situation où le savoir lui-même, donc le prof n'est plus détenteur de savoir, les parents ne sont plus détenteurs du savoir, le médecin n'est plus détenteur du savoir, en tout cas vis-à-vis de son patient, ou vis-à-vis de son élève, ou vis-à-vis de son enfant. Et on est dans une confrontation et une remise en question de qui a le savoir, et Internet a participé à ça. Donc la question se pose dans l'éducation, et en particulier dans les institutions éducatives, de savoir quel est le rôle du prof, quel est le rôle de l'instructeur, dans un contexte où la connaissance est accessible à tout moment et de manière instantanée par l'élève. Quel doit être, et comment faire face, et comment le métaverse peut-il aider à redonner un rôle, à redonner de la valeur au travail des professeurs et des instructeurs en particulier, mais globalement de tous les acteurs de la société qui sont impliqués dans des démarches d'apprentissage et de formation, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les collectivités locales, et bien sûr dans les universités. J'avance sur ce thème-là. Dans le cadre de nos activités, donc on fournit donc notre logiciel Wanda à des universités, et on collabore parfois avec ces universités sur des programmes de recherche pour comprendre l'efficacité de ces technologies dans des buts pédagogiques. Donc c'est le cas avec Harvard, avec qui on a collaboré sur un projet sur 2 ans, et en particulier avec un chercheur qui s'appelle Chris Didi, qui donc travaille à la Graduate School of Education d'Harvard, et qui donc s'intéresse aux nouvelles techniques, aux sciences de l'éducation et aux nouvelles méthodes. Et
Le discours, sa phrase clé, sa baseline, c'est de dire qu'en fait, à partir du moment où on parle de technologie et d'éducation, l'écueil dans lequel la plupart des gens tombent, c'est de se dire on va faire les mêmes choses en mieux. Doing the same things better. Alors que, selon lui, en tout cas, c'est une erreur a priori fondamentale, puisque tout l'intérêt des technologies, c'est qu'on va pouvoir faire des choses différentes et on va pouvoir faire des choses mieux, au sens des meilleures choses. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet dans l'éducation, c'est un sujet dans le monde artistique aussi. C'est comment on fait des meilleures choses et qu'on n'est pas simplement en train d'essayer de combler des trous ou de résoudre des problèmes, les symptômes de problèmes qui sont identifiés. Qui d'ailleurs, globalement, est quand même, je pense, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est qu'il ne s'agit pas de traiter les symptômes, il s'agit de revoir un système complètement. Et dans l'éducation, on est dans la même, je pense, exactement dans la même situation. Il faut revoir la manière avec laquelle on apprend et repenser la manière avec laquelle on apprend. Et le métaverse peut sûrement aider à repenser ça. Quand on parle d'apprendre et de repenser la manière avec laquelle on apprend, c'est peut-être de pouvoir faire des choses qui, a priori, sont contre-intuitives. Alors, donc là, on est de l'autre côté, là, sur la côte ouest des États-Unis, à Stanford, où on est là sur des essais qui sont l'Interactive Virtual Human Lab, où donc ce département cherche à comprendre, lui aussi, donc quelles sont les différentes démarches, les différentes initiatives qui peuvent fonctionner pour, en particulier, changer les comportements des gens. Et entre autres autour de questions d'environnement et de recyclage. Et donc la question qu'il pose, c'est est-ce que si je vois un arbre tomber dans une scène en réalité virtuelle, est-ce que les participants, les témoins de cette situation vont entendre et imprimer un message environnemental? Et leur réponse, c'est de dire oui, mais dans la mesure où ce sont eux qui font tomber cet arbre. Et c'est ce qu'ils ont testé donc, dans cette expérience où ils mettent donc, à disposition des participants qui se sont joints pour ce projet une énorme tronçonneuse et dans un vacarme assourdissant, suivi par un silence terrifiant, propose donc aux participants de couper cet arbre et de le voir tomber et d'entendre le silence qui s'ensuit. Et ensuite de mesurer à quel point cette expérience peut être transformative et participer à des changements de comportement. C'est d'ailleurs, ils sont allés plus loin, donc ils sont allés jusqu'à définir un acronyme. On aime bien les acronymes dans l'éducation, comme partout. En tout cas, c'est l'idée de dire quels sont les adjectifs ou quelles sont les situations dans lesquelles l'immersion et la 3D vont avoir un impact ou peuvent avoir un impact pour des projets pédagogiques. Donc c'est pour des situations dangereuses, donc ça paraît assez évident, des situations voire même impossibles à faire, des situations contre-intuitives, comme celle dont on vient de parler, ou tout simplement pour des questions de coût. Cet acronyme, il s'applique assez bien quand on y pense à des contre-arguments, ou en tout cas des résistances qu'on vit dans notre société face justement à la problématique de changer de comportement, de changer de système. C'est trop dangereux, ça va être trop coûteux. Donc la question qui se pose, je trouve, par rapport à ces questions-là de formation, c'est comment en travaillant sur ces différents sujets de formation, et en particulier sur ces situations-là, on va pouvoir utiliser ces mondes immersifs pour repenser la manière avec laquelle on aborde le monde, et en particulier comment on se comporte dans le monde dans lequel on vit. Quelle approche avoir? Alors, parce que donc on a parlé des bienfaits potentiels de l'immersivité et pour l'éducation, je vais passer brièvement. Mais donc la question, c'est une question d'approche. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler de métaverse, on ne peut pas parler de nouvelles technologies, en particulier en ce moment, sans parler de low-tech. Et je crois que dans toutes les institutions, aujourd'hui, c'est un sujet qui est en train d'émerger.
c'est non mais attendez, on ne va pas se mettre à faire des expériences à 250 dans des rooms en 3D avec des coûts de serveurs astronomiques. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Et c'est tout à fait pertinent, et je trouve que cette question-là, il faut se la poser. Donc c'est vraiment la question de la sobriété, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la sobriété à l'ère du métaverse? Qu'est-ce que veut dire le fait d'avoir une approche sobre à l'ère du métaverse? Est-ce que cela veut dire qu'on va privilégier des expériences qui sont légères, qui ne coûtent, entre guillemets, pas trop cher à communiquer, à partager? Il s'agit de partager des fichiers qui peuvent être potentiellement volumineux, mais la réalité, c'est qu'en fait, on peut faire des expériences en réalité virtuelle. En tout cas, quand je dis réalité virtuelle, encore une fois, hein, c'est pas forcément avec un masque, ça peut être depuis un ordinateur. Mais on peut faire des expériences dans le métaverse qui vont, entre guillemets, avoir un coût environnemental plus faible qu'une vidéoconférence. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est souvent mal compris. C'est qu'on part du principe que parce qu'il y a un avatar, qu'il y a de la 3D, ça va être forcément beaucoup plus impactant. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des manières de faire, des technologies qui permettent de faire ça de manière tout à fait mesurée et réduite. Et c'est important, et je pense que dans les choix qui doivent être faits par les différentes institutions, en tout cas nous c'est ce qu'on défend, il y a le sujet de la sobriété. L'autre sujet, c'est la réparabilité. Donc c'est le fait, on en parlait tout à l'heure, de travailler sur des technologies open source, technologies qui sont rétrocompatibles, qui sont potentiellement applicables à d'autres domaines, mais surtout qui sont maîtrisées par des standards, enfin qui sont contrôlées entre guillemets par des standards et surtout partagées au sein d'une communauté large qui n'est pas privée. Et entre autres, autour de la 3D, c'est le WebGL, on en parlait tout à l'heure, c'est des plateformes comme 3GS, ou Babylon.js d'ailleurs aussi, qui permettent de développer des expériences immersives sans forcément s'appuyer sur des plateformes propriétaires. Et c'est ce qu'on fait par ailleurs chez Wonda. Le troisième sujet, et c'est peut-être celui qui est le plus important pour que tout ça fasse sens, c'est celui de l'accessibilité, le fait de mettre à disposition des outils que tout le monde puisse utiliser. Et je pense que, bien sûr, il faut bien continuer à aller travailler sur des AAA, comme on les appelle dans le monde du jeu vidéo. Il faut aller vers des expériences de haut niveau, de haute voltige. Il faut continuer à pousser les frontières de ce qui est possible de faire en 3D. C'est extrêmement passionnant, c'est intéressant. Il faut des pionniers et des acteurs pour aller jusque-là. Mais si on parle de déploiement de solutions de formation et d'apprentissage le plus largement possible et le plus intelligemment possible, la question de l'accessibilité, du fait de s'assurer que l'ensemble des acteurs qui peuvent participer à un programme de formation, du prof aux chercheurs, aux architectes, aux artistes, aux personnes, aux urbanistes, aux historiens, qui peuvent et doivent s'impliquer dans les projets de création, la question de l'accessibilité, elle est essentielle. Tout le monde doit comprendre le processus créatif. Si il faut passer par 36 logiciels et que je ne comprends rien et que personne ne comprend rien sur comment les choses sont faites et que tout le monde est là en train de dire j'aimerais bien avoir telle fonctionnalité et puis telle autre, et puis au final on arrive avec des machines à gaz qui sont très difficiles à maintenir, qui souvent terminent dans le mur parce qu'elles sont trop difficiles à déployer. Donc la question de l'accessibilité, elle est quand même au cœur de tout ce qu'on fait, et je pense que vraiment, encore une fois, si on parle de déploiement et de créer un impact avec le métaverse, la question de l'accessibilité, elle est au cœur de toute l'argumentation pour le métaverse. Alors, dans les exemples que je voulais passer en vue rapidement, je vais être sûr qu'en termes de temps, encore 2 minutes, très bien. Je voulais juste évoquer donc, quelques expériences qui ont été faites avec Wonda et qu'on a pu suivre. Ça, c'est une expérience à York, en Angleterre, où ce sont des conducteurs de train qui se sont emparés de Wonda pour faire des sessions immersives où ils ont décidé, pour travailler sur des questions de sécurité, on est vraiment sur l'aspect utilisation de monde 3D pour des situations dangereuses, et qui ont décidé de se retrouver à chaque fois avant cette session de formation dans des environnements qui permettent de détendre l'atmosphère, de démarrer la session de formation avec un autre mindset, avec une autre approche, faire du ice breaking comme ils disent, mais tout ça de manière créative où en fait c'est eux qui choisissent quel environnement ils choisissent. Donc ça peut être le Grand Canyon comme ici, ou ça peut être le stade de Wembley, et tout ça avec des contenus de formation qu'ils ont produits eux-mêmes, pour lesquels ils ont formé les conducteurs de train à documenter les situations dangereuses.
C'est dans la ville d'Espoo, qui est la deuxième plus grande ville en Finlande, des étudiants qui sont impliqués dans le processus de réflexion autour de l'implantation de nouveaux équipements. En l'occurrence, là, c'est la création d'un nouveau métro, et où les étudiants vont utiliser la technologie pour participer au processus d'idéation et de réflexion autour de nouveaux équipements en collaboration avec les collectivités locales. Je trouve un projet fascinant où les étudiants vont à la fois apprendre à utiliser ces nouvelles technologies, mais au service d'un projet concret et en lien avec les collectivités locales. Ça, c'est la première itération donc, de ce projet qu'on a fait avec Harvard autour de l'immersion pour favoriser les échanges culturels et la compréhension de la culture de l'autre, ce qui est a priori un des sujets tout à fait profonds et intéressants en ce moment. Et donc là, l'idée, c'est de proposer à ces étudiants donc à Boston d'aller s'immerger dans des situations documentées de manière authentique, en tout cas documentaire, par ces Parisiens qui se sont prêtés à l'exercice, pour permettre une immersion dans des situations de vie à Paris, alors que ces étudiants sont à Cambridge, donc à Boston, en train de suivre ce cours. C'est 10 minutes, donc on est sur des formats courts, 10 minutes d'immersion, 40 minutes de discussion avec les élèves autour de l'expérience vécue. Ça, je pense que c'est aussi très intéressant, c'est que ce qu'on va faire dans le métaverse, c'est potentiellement, ça peut rester une expérience courte par rapport à ce qu'on va faire dans le monde physique autour de l'expérience qu'on a eu dans le métaverse. Et ça, cette expérience-là, de ce point de vue-là, je trouve, est très, très pertinente. Voilà, et puis je termine sur l'autre approche qui, je pense, est très intéressante et qui mérite d'être déployée, et c'est le projet de Macan, Fofana et Hugo Pilate, la banlieue du Turfu, auquel on a participé, où là, l'idée, c'est de finalement utiliser ce world building, cette création de monde, où on va pouvoir créer le monde effectivement avec des jeunes de quartier, avec des personnes qui viennent du monde analogique et qui vont pouvoir participer à cette création de monde et comprendre le processus. Ce qui là, je pense, tout à fait intéressant, c'est qu'il s'agit de développer l'imaginaire de qu'est-ce que peut être le futur. Macan et Hugo en ont très bien parlé hier. Mais c'est vrai que ces mondes virtuels, on a envie pourquoi pas, de les penser comme des prémices ou des mondes virtuels qu'on va pouvoir utiliser pour tester des nouveaux modèles, tester des nouveaux systèmes. Et les économistes, les chercheurs qui s'intéressent justement aux sciences systémiques commencent à développer des modèles dans ces mondes virtuels, et je trouve que c'est passionnant. Voilà. En tout cas, pour terminer, on est donc à Wanda, donc bien sûr en faveur, et on promeut un métaverse efficient. On promeut des outils créatifs simples et ouverts à tous, et en l'occurrence au service de la formation et de l'apprentissage. Ce qu'on pense, c'est que le métaverse peut être un espace incroyable pour créer et apprendre ensemble et mieux vivre, parce que c'est bien ça l'idée, c'est aller dans le métaverse pour mieux vivre dans le monde dans lequel on est, qu'il inclut ou non le métaverse. Mais c'est vraiment ça l'enjeu du métaverse, à mon sens, en tout cas pour l'éducation, qui est le sujet central de cette énorme innovation technologique à laquelle on participe. Et voilà, je vous remercie. Merci Arnaud, merci beaucoup.